Ce court traité postule simplement que le lecteur, comme tout homme, en possède la maîtrise pratique. Il voudrait rattacher une discipline perçue comme tristement scolaire à son principe même, à la vie et à sa dimension proprement humaine, celle de son sens. Il n'établit rien que le lecteur, jeune ou moins jeune, ne sache déjà, mais d'un savoir qui fréquemment s'ignore et que les pages suivantes ne font que porter au jour. Pierre Bergogneau, on est en 2002, vous vous rendez compte, il y a exactement 20 ans, ça se passait à l'initiative d'Henriette Zouguébi, la fondatrice du Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil. Dans ses invitations, moi j'avais travaillé sur le quart-livre de Rabelais, on avait fait ce livre magnifique, Comment Pantagruel monta sur mer, un texte modernisé, ouais, mais c'est pas ça. En tout cas, travailler sur la langue du quart-livre, sur le récit du quart-livre, et puis, excusez du peu, François Place, Claude Ponty, Topor, Roberto Innocenti, tous ces illustrateurs qui s'étaient donnés à fond là pour entrer dans un Rabelais. Alors c'était chez Hatier. Alors pendant un temps, j'en avais plus du tout, ça avait disparu. Maintenant, j'arrive à les collectionner chez les bouquinistes. Celui-ci à Blois, 8 €, il n'y a pas très longtemps. Et Pierre Bergogneau, lui, c'était... Qui est Pierre Bergogneau? Un gars qui a fait, vous savez, de Corrèze, de Brive, qui a fait Normal Sup. Ensuite, il a même fait une thèse, figurez-vous, sur Flaubert, avec Roland Barthes. Oh, Roland Barthes, il a dû le voir 2 fois. Ce monsieur ne s'occupait pas tellement de ces choses-là. Puis ensuite, Bergogneau, puisqu'il voulait écrire, a eu cette idée-là. Je vais travailler dans un collège. Comme ça, ce sera près de chez moi. Et une fois les cours finis, je peux travailler pour moi. Et il l'a fait très bien jusqu'à la fin de sa carrière, les 5-6 dernières années où il a enseigné aux Beaux-Arts de Paris. Alors, Bergogneau, ce qu'il dit, c'est moi je voudrais un truc de grammaire, mais qui coûte rien. Il dit, on va l'imprimer en papier de boucher, en papier craft. Ça se vendra 2 francs, c'est 2 €. Les euros venaient juste d'arriver en ces temps. Et puis, papier craft, c'est devenu ça. Mais finalement, je crois que ça se vendait, mais alors rien du tout, quoi. Octobre 2002, il n'y a pas le prix dessus. Lui, c'était chez Nathan, Aimer la grammaire et tout comprendre en 50 pages. Alors 50 pages, on ne va pas faire l'intégrale. Vous connaissez la loi de cette chronique. Je mets le chrono à 30 minutes. 27, 28, 29, 30. Démarrer. Et c'est parti. Sans reprise, sans retouche, sans montage. Ce que je vous ai lu, c'est l'avant-propos. Et maintenant... A. Introduction. La pensée, les signes, le langage. Nous sommes doubles, faits d'un corps et d'un esprit. Le premier est matériel, prisonnier d'une heure, le présent, et d'un lieu, ici, maintenant. Le second, quoique immatériel, n'en est pas moins très réel, puissant et libre. Il peut se transporter ailleurs, revenir dans le passé ou se porter dans l'avenir, imaginer ce qui n'est pas. Tel est le privilège de la pensée. Nous ne sommes pas seuls au monde. Pour faire connaître ce que nous sommes aux autres et pour savoir ce qu'ils pensent, nous parlons. Qu'est-ce qu'un signe ? Parler, écrire, agir même, c'est communiquer, échanger des signes de toutes sortes. Un signe, c'est quelque chose qui représente quelque chose d'autre pour quelqu'un qui lui fait savoir quelque chose. Un signe a un contenu, ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie, et a une forme, la manière de dire. Par exemple, pour dire « bonjour », je peux agiter la main. 2. Les catégories de signes. Il existe 2 grandes catégories de signes. Les signes naturels, exemple, la fièvre pour la maladie, le nuage pour la pluie, la trace pour l'animal, la fumée pour le feu. Ces signes sont universels. Tout le monde les comprend. J'espère en lire assez
pour entrer dans les exemples de Bergogneau. J'arriverai pas à analyse des phrases complexes, mais voilà, lui, comment il arrive ensuite. On n'a jamais su pourquoi il était venu. Subcomple interrogue, indire ce qu'il voulait, idem, ni même comment il était reparti, idem. Ce fut par une matinée qui restera à jamais gravée dans ma mémoire subrelative, expansion de matinée. On entendait les premiers oiseaux chanter, subcomplétive, infinitive. La brume stagnait sur la rivière, dont me parvenait le murmure subrelative, expansion de rivière. Je vis que quelque chose bougeait sur la rive, subcomplétive, introduite par que quand le premier rayon l'atteignit, subcirconstanciel. De temps, vous voyez que ça va loin, mais toujours avec une suite d'exemples pris à la vie la plus immédiate. Et ça m'avait stupéfié en le lisant. Mais expérience. Les signes conventionnels, ils sont de deux espèces. Les signes analogiques, ils ressemblent à la chose qu'ils désignent. Exemple, une statue, un dessin, une photo, une carte géographique, la signalisation routière. Leur compréhension dépasse les frontières de langue et de culture. Les signes arbitraires. Le signe arbitraire ne ressemble pas à la chose qu'il désigne. L'utilisation de la couleur rouge peut signifier le danger ou du noir pour le deuil est arbitraire. Dans certains pays, ces couleurs ne signifient pas du tout la même chose. Les mots aussi sont arbitraires. Oiseau, bird, vogel, uccello, n'ont de valeur que locale, en France, en Angleterre, etc. Pour les comprendre, il faut apprendre une convention. La langue. L'idée de l'oiseau est la même en France, en Angleterre, etc. C'est le son, le mot au moyen duquel on l'évoque qui diffère. Tout signe linguistique se compose d'un signifiant arbitraire, le son, l'écriture du mot qui change d'une langue à l'autre, et d'un signifié, l'idée qui est la même pour tout le monde. Les signes linguistiques peuvent être phonétiques, oraux, auditifs, c'est la parole. Graphique, visuel, c'est l'écriture. 3. Les langues. Une langue est un système de signes, parmi d'autres, mais c'est le plus complet, le plus important de tous. On parle 5000 langues environ sur la Terre. Il en meurt une ou deux chaque mois. La plus utilisée est le chinois. Étudier une langue étrangère, c'est apprendre d'autres signifiants, d'autres mots, mais c'est insuffisant. En effet, une langue est formée, 1. de mots, 2. de règles de combinaison de mots entre eux. L'étude des mots s'appelle la morphologie, science des formes. Celle des règles de combinaison des mots, la syntaxe. Étudier une langue, c'est apprendre les mots et leurs règles de combinaison, leur ordre. Un barbarisme est une atteinte à la forme des mots, un solécisme est une atteinte à la construction des phrases. C'est des mots dont je n'ai pas besoin. B. Oui, mais lui, il en a besoin pour continuer son exploration. B. Morphologie. En français, 8 espèces de mots suffisent à tout dire. A. 5 sont variables. Le verbe, le nom, l'adjectif, l'article et le pronom. 3 invariables. L'adverbe, la préposition et les conjonctions. C'est tout simple, mais il fallait y penser. Bergogneau, il nous dit ça. Les deux espèces majeures sont le nom et le verbe parce qu'elles se rapportent aux deux dimensions de notre expérience, l'espace et le temps, qui composent le monde. 1. Le nom. Nous avons à nous repérer dans les deux dimensions du monde où se passe notre vie. Dans le temps, c'est succession et c'est simultanéité avec le verbe. Dans l'espace, la Terre et l'univers, avec le nom. Les noms permettent de localiser les êtres et les choses dans l'étendue, de les distinguer les uns des autres, bref, de les identifier. Les noms propres, ils sont la propriété de ceux qu'ils désignent. Ils commencent par une majuscule, ils s'appliquent aux personnes. Patronyme, Monsieur Martin, virgule, Paul. Au lieu, toponyme, Marseille, virgule, Pont-Neuf. À certains objets personnifiés, navires, avions,
le redoutable, et à certains animaux. Médor, Coco. Ils n'ont pas de sens général, ils sont purement distinctifs et fonctionnent comme des numéros. Chacun signifie ce que ne signifient pas les autres. Ils ne se traduisent pas d'une langue à l'autre. Petit a, identifier des êtres, les patronymes, les noms de famille, qui furent presque toujours à l'origine des noms de lieux ou des qualificatifs, sont dépourvus de signification générale. Le patronyme, nom du père, délimite un groupe de semblables, même sang, même chromosome, dans l'océan de dissemblances que forme l'humanité. Qu'il reste bergogneau, même quand il est dans la phrase la plus simple. Puis il y a un petit dessin, là, au milieu, Dupont, Jean, et puis autour, une grosse patate, tous les noms Dupont. Il sert à identifier une personne dans les lieux publics, école, caserne, mairie. Tching, tching, tching. Pas loin tout de suite, tu vois. De quoi ça parle, le nom? Où l'on est mêlé à des gens issus d'autres familles. Le prénom réintroduit la dissemblance dans le groupe des semblables. Il nous distingue de ceux qui portent le même patronyme que nous. Il ne doit donc servir en principe qu'en famille, entre connaissances dans les lieux privés. Les prénoms, surtout s'ils ne sont pas usuels, ressuscitent en quelque sorte nos ascendants disparus, ceux qui revivent par nous, en nous. Nous sommes eux aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui valait pour Bergogneau et qui peut-être vaut moins. Maintenant, on lui pardonne. 2 signes sont donc nécessaires pour identifier une personne, son nom, son prénom. Ça suffit pas, hein. Regardez ce livre. Sapiens, à l'œil nu, écrit par François Bon. Ah ben, c'est pas moi, c'est François Bon, là. Identifier les lieux, les toponymes. La souscription sur l'enveloppe d'une lettre qui est exclusivement constituée de noms propres permet à celle-ci, puis il y a un petit dessin d'enveloppe. Là encore, 2002, moi j'avais un email, Pierre, je sais même pas si lui, son premier Mac, c'était 1984, mais c'est seulement maintenant qu'il est dans les emails, l'appareil photo numérique et le téléphone portable et tout ça. La souscription sur l'enveloppe d'une lettre, bah ouais, on n'en reçoit plus beaucoup maintenant, qui est exclusivement constituée de noms propres, permet à celle-ci d'atteindre son destinataire où qu'il se trouve sur la Terre, à l'exclusion des 6 milliards d'individus qui constituent aujourd'hui le genre humain. Bah ouais, tu vois, il y a 20 ans, on était 6 milliards. Là, on vient de passer les 8 milliards. C'est un peu d'angoisse. Chaque toponyme élimine des fractions décroissantes de la surface du globe. Pays, département, commune, rue. Pour une rue, le nom de la rue est l'équivalent du patronyme. Le nom de famille, le numéro correspond au prénom d'une personne dans le groupe familial. Le monde des noms communs. Petit a, le nom. À la différence du nom propre, le nom commun a un sens. Il est fixé dans nos esprits. On peut traduire un nom commun d'une langue à l'autre. On peut le retrouver dans le dictionnaire avec sa définition. Elle est faite de traits sémantiques, c'est-à-dire d'éléments simples, d'atomes et de signification. Ils correspondent aux propriétés caractéristiques d'une classe d'objets. Le nom commun s'applique à tous les êtres et choses semblables, comme le patronyme désigne toutes les personnes d'une même famille. Animal, mammifère, pachyderme, atrompe, africain, asiatique, donne tout ça, vous l'avez reconnu, l'éléphant. Objets, meubles, matériaux rigides, un plateau et des pieds pour manger, écrire, poser quelque chose, vous avez reconnu la table. On comprend tout. B. Les déterminants. Ils permettent de distinguer une chose parmi toutes celles qui lui ressemblent, comme le prénom sert à identifier une personne à l'intérieur du groupe des semblables, le déterminant est au nom commun ce que le prénom est au nom propre. Il existe 3 groupes de déterminants, je vais un peu vite là, pour aller vite dans les verbes.
Les articles définis, le, la, les, indéfinis, un, une, des, les adjectifs pronominaux, possessifs, mon, ma, mes, démonstratifs, ce, cette, c'est, interrogatifs, exclamatifs, quel, numéros, cardinaux, ordinaux, un, deux, le premier, le deuxième, indéfini, chaque, quelque, aucun, les adverbes de quantité, un peu, beaucoup de, plusieurs. S'il existe une telle variété de déterminants, c'est pour identifier une chose dans les circonstances très variées de la vie. Les démonstratifs ce, cette, par exemple, sont difficiles à utiliser dans l'obscurité. Je ne sais pas s'il a pu s'empêcher de sourire vaguement en bricolant son texte. La principale distinction dans les déterminants, mais pas sûr, Bergogneau, c'est pas forcément quelqu'un qui fait ça de façon non sérieuse. Désigner dans l'obscurité, tu vas dire ceci est la nuit. Est-ce que tu vas dire ceci est l'éléphant dans la nuit? La nuit, tous les éléphants sont gris. Là, c'est moi, c'est plus lui, je recommence à lire. La principale distinction dans les déterminants est celle du défini et de l'indéfini. Nous savons à peu près ce que les autres savent. On emploie l'article défini quand on sait que celui à qui l'on parle sait déjà de quoi on parle. La lune, l'air, le président de la République. On emploie l'article indéfini dans le cas contraire. Une voiture, une passante, des gens. Les noms spécifiques et l'adjectif qualificatif. La vie ordinaire est dominée par l'urgence pratique. La vie ordinaire est déterminée par l'urgence pratique. Mets ça dans ta poche, avec ton mouchoir par-dessus, aurait dit ma grand-mère. Elle s'écoule parmi les choses familières qu'il suffit de distinguer sans autre précision. Nous utilisons ordinairement des noms génériques à faible contenu, peu de traits sémantiques et à large acception, désignant toutes les choses à peu près semblables. Une voiture, une maison, un type, un truc. Ça, c'est des exemples à lui. Ils suffisent à l'identification courante, mais il arrive parfois que notre interlocuteur n'ait pas une connaissance directe de ce dont nous parlons. La description est l'opération qui montre à l'esprit, au moyen de mots, les choses que les yeux n'ont pas vues. Pour décrire, il existe des procédés linguistiques divers. Petit a, les noms spécifiques. Il existe d'abord des noms spécifiques qui précisent ce dont nous parlons en ajoutant au noyau du nom générique, c'est un insecte, un arbre, une maison, un ou plusieurs traits sémantiques, c'est un papillon, un sapin, une villa. 2000 mots environ, des noms génériques surtout, suffisent aux besoins de la vie ordinaire. Ah ouais, si tu prends un petit truc, là, dictionnaire pour étrangers, là, un petit dictionnaire Berlitz, on avait ça autrefois quand on allait en Italie. Bah oui, maintenant, tu prends l'appli sur ton téléphone, tu dis « Où est là pour aller à la gare, s'il vous plaît ?»« Dove è la stazione ?» qui dit le téléphone. On oublie ces choses-là. Mais 2000 mots dans ces petits dicos, là, de poche. Et puis, le petit Larousse ou le petit Robert, 38 000, 40 000. Et puis... le grand Robert, ça peut aller jusqu'à 120 000. Littré était à 90 000. Important de savoir tout ça. On en comprend beaucoup plus qu'on en utilise. Combien on utilise Beckett? Combien on utilisait Flaubert? Combien on utilisait Proust? C'est facile à trouver toutes ces choses. Mais c'est important. Cette pauvreté apparente fait l'efficacité du langage. On parle d'abord pour identifier rapidement, pour agir, non pour parler. On parle d'abord non pour parler. Mais des dizaines de milliers de mots, dont de très nombreux noms spécifiques stockés dans la mémoire interne ou externe, le dictionnaire permettent, si nécessaire, d'atteindre la plus haute précision.
l'adjectif. Pour atteindre un autre stade de la description, fixer la particularité d'une chose singulière, on dispose aussi de l'adjectif qualificatif. Exemple, une petite villa. L'adjectif qualificatif est un trait sémantique séparable qui peut s'ajouter au nom en nombre indéfini. À la fin, on voit la chose avec des mots aussi bien qu'avec ses yeux. Une petite villa normande blanche. L'adjectif est habituellement postposé au nom. Antéposé, il prend souvent une valeur abstraite, un grand homme. C'est pas pareil que un homme grand. Il existe 3 relations possibles ou fonctions entre l'adjectif et le nom. L'épithète signifie une relation durable, une petite maison. L'attribut signifie une relation temporaire. Temporalisée, pardon. La maison était, est, sera petite. L'adjectif apposé, détaché par la ponctuation, met en valeur la propriété qu'il signifie. La maison, virgule, petite. En gros, la grammaire, c'est ça. On te dit des choses que tu sais, mais que tu n'avais jamais eu besoin de savoir puisque tu l'utilises tout le temps, petite maison ou grande, le complément du nom. Dans certains cas, il n'est pas possible de décrire en utilisant un adjectif, soit parce qu'il n'existe pas, soit parce qu'il a un sens qui ne convient pas. On utilise alors un complément qui précise et complète, et voilà, ça y est, l'enfer va s'ouvrir. Le nom auquel il est relié par une préposition. Exemple, une table en bois, une maison de pierre, etc. Le verbe, on y arrive, même si on ne sera pas capable d'aller tout au bout. Mais c'est que là, pour les abonnés à Tiers Livre, vous savez qu'il y a un fac-similé dans notre petit trésor portable. Parce que allez le trouver, ce truc, maintenant. Ben non, ça n'a jamais été réédité. D'où l'utilité d'avoir un fac-similé en couleur, PDF. Le verbe situe notre expérience, nos actions dans le temps. Tout verbe fournit simultanément 4 indications sur l'action qu'il évoque. Et tu as des petites flèches. Nous vivons, réel, mode, présent, temps, inachevé, aspect, nous, personne. Et tout devient simple. Dans nous vivons. Réel, présent, inachevé, nous. Les catégories verbales, mode, temps, aspect et personne sont les catégories verbales. Leurs diverses combinaisons entraînent 95 variations. 71 usuels aujourd'hui que tout verbe peut présenter. Et là, tu paniquerais un peu. Ces variations sont les conjugaisons. Elles épuisent toutes les situations possibles. T'épuises-toi par avance, mais lui, il y va au charbon. Petit a, le mode. Cette catégorie verbale concerne la réalité de l'action. Elle comprend 7 variantes. 4 pleines. L'indicatif donne l'action comme réelle. Je pars. Le conditionnel la donne comme irréelle, imaginaire. Je partirai. Le subjonctif donne l'action comme incertaine, ni réelle, ni irréelle. Il faut que je parte. L'impératif la donne comme incertaine, mais souhaitable ou nécessaire. Partons. Et ça y est, on y est dans la machine. 3 vide, l'infinitif, partir, le participe, partant, le gérondif, participe présent, en partant. B, le temps. Il ne comprend que 3 variantes. Le passé, immuable, le futur, ouvert, et entre les deux, le présent, fugitif. Sauf chez Lovecraft, dans l'abîme du temps. Parce qu'alors là, quand tu t'en vas dans le passé, où quelqu'un a écrit le futur, mais qui est le passé de celui qui raconte le futur de celui qui a été, je vous assure que... quel plaisir! L'aspect, il comprend 2 variantes. Toute action, à n'importe quel temps et sous n'importe quel mode, est donnée comme achevée ou inachevée.
C'est la condition de récit. Elle caractérise la maîtrise consciente du temps, c'est-à-dire la succession et ou la simultanéité des événements. Certains événements commencent, d'autres finissent. En fait, tu vois, tous les grands grammairiens, tous les grands trucs, les trucs que nous, là, les braves gens, on lit pas. Tu les obligerais à faire un livre là de 50 pages. On contraindrait tout le monde à ne faire des livres que de 50 pages. La littérature, peut-être, s'élèverait. Ouais, mais tout ce qu'on perdrait en cours de route. Il vaut mieux que j'arrête de dire des bêtises pour les petites minutes qui me restent. La simultanéité des événements. Certains événements commencent, d'autres finissent, d'autres encore, plus durables, ont débuté il y a longtemps et se prolongeront indéfiniment. Il s'agit de rendre compte de tout cela. Petit d, la personne, il y en a 3, celle qui parle, je, celle à qui l'on parle, tu, celle dont on parle, il, elle. 2 singuliers, pluriel, nous, vous, il, elle. Les conjugaisons. Si à chacun des 7 modes étaient associées toutes les variantes des 3 autres catégories verbales, 3 de temps, 6 de personnes, 2 d'aspect, le système verbal du français présenterait 252 formes, 7 fois 36. En fait, il n'y en a que 95. C'est la première fois que je vois Bergogneau faire des matins. Et 71 formes suffisent aujourd'hui à évoquer toutes les actions possibles, à couvrir notre expérience de la durée. En effet, seul l'indicatif se trouve associé à la totalité des variantes des 3 autres catégories verbales, temps, aspect, personne. Subjonctif, conditionnel et impératif n'ont pas de temps. Seulement des personnes et des aspects. Infinitif et participe ne comportent que les 2 aspects. Le gérondif est parfaitement vide. Vous voulez que je vous le relise ? Tranquille. L'impératif est un mode semi-personnel. Il n'a que 3 personnes. Il est donc coupé en 2 par la diagonale qui structure le tableau de la page précédente. Boum. Les modules vides, infinitif, participe et gérondif, prennent les valeurs de mode et de temps et de personne des verbes conjugués auxquels ils sont associés. Ils facilitent la tâche de parler, évitent la répétition de l'information. Exemple, on le voit revenir en courant. Voit à l'indicatif présent contamine les 2 autres verbes non conjugués, revenir à l'infinitif et en courant au gérondif. Leur action est donc réelle, présente, inachevée à la 3e personne du singulier. On le verrait revenir en courant. Verrait au conditionnel présent est irréel, donc les actions de revenir et de courir aussi. Analyse des verbes. N'importe quel texte littéraire ou non peut se prêter à l'analyse des verbes selon un classement du type suivant. Tu te souviens, il avait plu, la route luisait. Après avoir refermé la porte, ce vieillard s'avança, scrutant la pénombre. Nous entendions une voix répéter « Venez vite !» Commentaire des modes. Le mode indicatif. Il est le plus important parce qu'il concerne la réalité, c'est sa valeur modale, aux 3 temps, sous les 2 aspects, aux 6 personnes. Présent, imparfait, passé simple, futur simple, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur. Et le plus que passé, et le plus que présent, et le futur achevé, le futur non encore passé. Ça c'est Valère Novarina. Vous qui habitez le temps. Les 3 temps, lui, Novarinette, les 3 temps, les 16 temps s'accordent quand il en est encore temps. Alors on est chez Bergogneau. Les 3 temps s'opposent horizontalement et les 2 aspects verticalement, aux formes simples, c'est-à-dire inachevées. En haut répondent les formes composées, c'est-à-dire achevées en bas. J'ai fini, je me repose, passé composé, présent. J'avais fini, je me reposais. Plus que parfait, imparfait. Quand j'aurai fini, je me reposerai. Futur antérieur, futur simple. Ces 6 conjugaisons permettent d'indiquer qu'une action inachevée, au présent, au passé ou au futur,
succède à une action achevée. Mais il arrive dans le passé que deux ou plusieurs actions, l'une inachevée et l'autre achevée, se soient produites simultanément. On a donc besoin d'une conjugaison supplémentaire, le passé simple pour exprimer cette dernière. Je vous l'avais dit, c'est un peu foufou. Le soleil brillait, le vent soufflait, ils sortirent, montèrent dans l'auto et disparurent. Le passé simple est la conjugaison de la narration, succession d'actions passées achevées. Oh là là, puis quand tu les as en atelier d'écriture, ah bah, tu rames toi pour dire le passé simple, tu me l'enlèves. L'imparfait, celle de la description, bah, chez Flaubert, c'est normal. Mais nous, c'est pareil. Quand Gertrude Stein dit « affinité pour la description », on le laisse derrière l'imparfait. Persistance simultanée d'actions inachevées, c'est sur leur alternance que roule le récit. C'est pour ça qu'il finit son exemple par « montèrent dans l'auto et disparurent ». Le passé antérieur avec le passé simple permet d'indiquer la succession de deux actions achevées vers le passé. Dans le passé. Quand il fut rentré, on dîna. Et les exemples sont en italique, mais il y a aussi plein de bleus, tout est imprimé en couleur là-dedans. Petit b, altération du mode indicatif. Nous recherchons en toute chose l'économie et la simplicité. Dans la langue courante, la bizarrerie du passé simple, nous nous nourrîmes, vous vous tûtes, et là il se marre le Bergou, est une gêne. Le passé composé, avec sa valeur d'origine de présent achevé, servait peu. On a donc utilisé la forme du passé composé, auxiliaire plus participe, pour exprimer le sens du passé simple, passé achevé. Le passé simple est alors sorti de l'usage parlé, le passé antérieur, j'eus aimé, nous eûmes payé, qui s'appuyait sur lui, l'a suivi. Exemple, quand nous eûmes eu faim, nous mangeâmes. Quand nous avons eu faim, nous avons mangé. Au mode indicatif, il ne subsiste donc que 36 formes parlées, 6 conjugaisons fois 6 personnes. Petit c, altération du subjonctif et du conditionnel. Dans la langue courante, le subjonctif, attendez, puis là on parle juste des verbes, hein. Il parle de tout lui, en 50 pages. Dans la langue courante, le subjonctif a perdu la valeur d'irréel qu'il avait jadis. Sauf que Bergou lui parle de subjonctif courant, ce qui n'est pas mon cas. Alors que la valeur temporelle du passé qui s'y trouvait associée à l'imparfait et au plus que parfait, il ne comporte plus que 12 formes usuelles. Oh, quand même! 2 conjugaisons, le présent et le passé, fois 6 personnes au lieu de 24. C'est le conditionnel qui exprime aujourd'hui l'irréel. Exemple. Je fusse parti à l'heure, j'eusse eu mon train. Je serais parti à l'heure, j'aurais eu mon train. Et voilà, je vous en ai fait 15 minutes. 30 minutes. Et on a presque fini les verbes. Mais le conditionnel a aussi une valeur temporelle spéciale, complexe, celle de futur dans le passé. Exemple, il m'a dit vendredi, nous sommes samedi, qu'il viendrait dimanche. Ensuite, c'est l'adverbe, le pronom, la syntaxe. Et on va finir là-dessus. Juste la petite intro bleue de la syntaxe. Mais les petites intros bleues là, de chaque chapitre sont formidables aussi. Syntaxe. Le monde est immense et nous sommes très petits, passagers. L'univers enferme une infinité de choses. Il est le théâtre d'événements sans nombre. Nous pouvons nous représenter tout cela, en parler, mais pour ce faire, il nous faut découper ce que nous disons du monde en petits morceaux, en phrases. Parler, c'est faire des phrases, combiner des mots selon des règles. Une langue est faite de mots et de règles de combinaison stricte entre ces mots, formant la syntaxe. Si on ne respecte pas certaines règles, on ne peut plus se comprendre. Exemple, me française de je langue serre là.
incompréhensible, en gras. Je me sers de la langue française, compréhensible, en gras. Pierre Bergogneau aimait la grammaire. Petit objet devenu culte qu'on peut trouver des fois là, sur les boutiques d'occasion, mais quasiment plus. Moi, j'en ai... Il m'en reste plus que 2, parce que chaque fois que j'en vois, puis je les offre, mais on a un PDF couleur là, à votre dispo. Et série 30 minutes. On continue.